Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de la RTS. Voici les titres de ce journal. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye poursuit sa tournée sous-régionale après le Nigeria. Hier, le chef de l'État était ce vendredi au Ghana où il a été accueilli par son homologue Nana Akufo-Addo. Coopération et intégration sous-régionale sont au menu de ses visites. La journée internationale des musées célébrée ce 17 mai. Musée pour l'éducation et la recherche, c'est le thème de cette édition 2024. Au Sénégal, notre pays qui abrite le musée des civilisations noires et l'île de Gorée, deux sites emblématiques qui ont reçu des hôtes de marque ce vendredi, vous le verrez. Également dans l'actualité, les préparatifs de l'entrée en 6e et le CFE, l'Académie de Dakar a organisé ce jeudi et vendredi l'examen blanc. Son but, tester l'outil et préparer les élèves à l'examen final. Et puis nous vous emmenons à la découverte d'une bouchère. Amimbaï charcute les préjugés. À Saint-Louis, elle possède deux boucheries où elle exerce fièrement dans ce domaine typiquement masculin. Découverte à suivre. Mais avant de développer ces titres, sachez que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est de retour à Dakar. Le chef de l'État rentre d'Accra où il a effectué une visite d'amitié et de travail avant le Ghana. Le président de la République a également séjourné à Abuja, au Nigeria. Votre élection a inspiré toute la jeunesse ghanéenne. Ce sont les propos du président Nana Akufo-Addo à l'endroit du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le chef de l'État s'est entretenu ce vendredi avec son homologue du Ghana. C'est en marge de sa visite d'amitié et de travail à Accra. Les deux dirigeants ont fait part de leur volonté de renforcer l'amitié et la coopération sénégalo-ghanéenne. Envoyés spéciaux, Mamadou Belem et Oumar Ning. À Accra, l'accueil est toujours enthousiaste. Ce vendredi, le président Bassirou Diomaye Faye trouve la même ambiance à son arrivée dans la capitale ghanéenne. Mobilisation du corps diplomatique et des autorités pour lui souhaiter la bienvenue. Mais c'est au palais présidentiel que l'accueil prend sa dimension symbolique et solennelle, avec des honneurs illustratifs. Dans sa volonté de renouveler les relations d'amitié et de coopération, le chef de l'État est donc venu à la rencontre de son aîné, le président Nana Akufo-Addo. La relation bilatérale est le reflet des liens d'amitié fraternelle et d'estime réciproque. Nous sommes donc très heureux de vous avoir parmi nous, Monsieur le Président. Encore une fois, merci. Et comme je vous l'ai dit, depuis que vous êtes élu, tous les jeunes du Ghana veulent devenir président. Vous leur avez tous donné une ambition présidentielle. Voilà l'exemple que vous avez donné à la jeunesse. C'est un exemple très positif et nous vous souhaitons le meilleur avec les responsabilités qui sont les vôtres, à l'image des grands leaders que le Sénégal a eus dans le passé. Et c'est à votre tour maintenant de prendre le flambeau. Vous êtes bienvenue à Kwaba, comme on dit dans notre langue. Merci pour l'accueil chaleureux que j'ai eu ici au Ghana avec ma délégation. Vous dire aussi que je suis ici pour vous dire tout mon engagement et l'engagement du Sénégal à rester dans le même sillage des relations fraternelles entre les deux pays, des relations d'amitié et de coopération conviviale entre le Ghana et le Sénégal. Saluer l'ancrage démocratique du Ghana, qui, comme vous l'avez dit, est habitué à des transitions démocratiques calmes qui ne font l'objet d'aucune contestation et qui doivent aussi être données en exemple à d'autres pays dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Le Sénégal et le Ghana ont en partage le même espace communautaire, mais aussi l'attachement à des valeurs et des idéaux communs, tels que le panafricanisme,
la paix, le progrès, la démocratie, l'état de droit, entre autres. Les deux chefs d'État comptent s'appuyer sur ces bases pour impulser la coopération. Et je voudrais que cette complicité diplomatique, si je peux l'appeler ainsi, puisse se traduire sur le plan des relations économiques et commerciales, car je sais que nous pouvons faire beaucoup plus. Nous pouvons faire beaucoup plus sur le plan commercial, sur le plan économique, mais nous pouvons même faire beaucoup plus sur le plan des relations diplomatiques. Et nous devons inspirer d'autres pays dans la sous-région, en Afrique et dans le monde, et les encourager à emprunter cette voie qui, de mon point de vue, est la seule voie salutaire. Sur le plan commercial, il y a un potentiel qu'il faut exploiter. Et les chambres consulaires de nos deux pays ont une responsabilité. Mais d'ores et déjà, je voudrais, Monsieur le Président, demander à ce qu'on puisse mettre en place la commission mixte ou la réactiver tout au moins. Je sais qu'elle ne s'est pas réunie ou elle ne s'est jamais réunie. Et je sais qu'on peut partager énormément de choses et d'échanges à travers la réactivation de cette commission-là. Les deux dirigeants font ainsi un pas important dans la consolidation de la coopération bilatérale. Pour remercier le président Bassirou Diomaye Faye et sa délégation, le président Nana Akufo-Addo a offert un banquet. Le chef de l'État qui a marqué sa gratitude à son aîné, le président Nana Akufo-Addo, dans ce livre d'or qu'il a signé avant de quitter le palais présidentiel de la République du Ghana. La situation de la CEDEAO a également retenu l'attention des deux chefs d'État. Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Nana Akufo-Addo veulent à tout prix éviter le départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Le Sénégal et le Ghana comptent mettre en œuvre l'idéal panafricain qu'ils ont en partage. Je vous propose de les écouter au micro de Marning. Nous sommes très heureux d'avoir un nouveau leader au Sénégal parce qu'il va nous aider à essayer de résoudre le problème majeur auquel nous sommes confrontés actuellement dans la communauté de la CEDEAO, à savoir la menace de trois nations phares que sont le Niger, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la communauté. Et le président Faye est très engagé à travailler avec les autres, avec ses pairs, pour tendre la main à ses frères afin que par le dialogue, nous puissions renforcer la fraternité et l'amitié avec ces trois pays et les ramener dans la famille de la CEDEAO. Et je suis ouvert à cette mutualisation-là et je suis heureux et je me félicite que de votre côté aussi vous soyez dans les mêmes dispositions. Je suis convaincu que vous êtes conscient de la lourde responsabilité que nous avons en tant que contemporains de transmettre au moins la CEDEAO dans le même état de force, la renforcer, l'améliorer dans sa gouvernance pour qu'elle puisse faire face aux défis qui sont les nôtres. Sur le plan de la sécurité, le péril est là et menace même l'existence de certains pays. Sur le plan des trafics illicites, les trafics de drogue et la cybercriminalité, la CEDEAO a encore beaucoup de défis à relever. Et elle ne relèvera ces défis que lorsqu'elle sera renforcée, lorsqu'elle sera unie, lorsqu'elle sera mieux intégrée. Je sais que vous en êtes conscient. C'est pourquoi je voudrais, Monsieur le Président de la République, compter sur votre sagesse et sur votre engagement panafricain pour qu'on essaie ensemble de mettre nos forces, nos idées, nos réflexions avec nos frères africains de la CEDEAO qui sont sur le point de la quitter. Je veux nommer le Mali, je veux nommer le Burkina, je veux nommer le Niger, pour qu'on trouve au moins les moyens de leur parler. Je sais que si nous discutons, nous trouverons des solutions pour les ramener à la maison, au moins pour éviter qu'ils ne partent, parce qu'ils ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux. Voilà pourquoi vous aurez tout le temps mon engagement de travailler à vos côtés, comptant sur votre sagesse,
est sur votre idéal panafricain, sur votre héritage et l'héritage des autres pays africains dans le siège de cette intégration africaine-là, pour qu'on aille parler à ces pays frères. Avant le Ghana, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye était au Nigeria. Le pays, vous le savez, abrite le siège de la CEDEAO. Son président a été reçu par le chef de l'État, Omar Alieu Touré, se réjouit d'avoir recueilli les orientations et l'engagement du président Bassirou Diomaye Faye à œuvrer pour l'unité de la CEDEAO et l'intégration régionale. On l'écoute au micro d'Omar Ning. Nous sommes très honorés d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal. Nous sommes venus pour le saluer et encore renouveler la félicitation de la CEDEAO à son Excellence, Monsieur le Président. Et puis, nous avons fait un tour des questions régionales avec son Excellence, Monsieur le Président, et elle nous a bien orientés. Elle nous a bien vraiment conseillé en ce qui concerne son orientation et ses objectifs dans la région. Et nous comptons sur son leadership parce que nous croyons qu'il a beaucoup à faire dans la sous-région. Il a donné son engagement à œuvrer pour l'unité de la CEDEAO, pour l'intégration régionale. Et nous sommes très contents de ce que le président nous a donné comme engagement. Retour à Dakar, où le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise. Les deux hommes politiques ont animé ce jeudi une conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La rencontre s'est tenue sous le thème de l'avenir des relations entre l'Afrique et l'Europe. Seydina Lunfal pour le compte-rendu. Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise, et Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, ont reçu un accueil chaleureux à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les deux leaders ont co-animé cette conférence axée sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. Mais la question palestinienne a également été évoquée. J'affirme ici à Dakar avec cette jeunesse que la jeunesse du monde entier est solidaire des Palestiniens massacrés à Gaza. Je me joins à vous dans la défense de la cause palestinienne. Peuple aujourd'hui massacré dans l'indifférence totale de toute la communauté dite internationale. La révolution enclenchée au Sénégal en 2024 et qui a porté le président Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko au pouvoir soulève une interrogation. Quelle est la place de l'initiative populaire? Toute la question est posée pour Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise. Je sais que c'est un moment politique particulier et je veux vous en parler pour que, dans la ferveur du moment qui est partagé, on ne perde pas de vue ce qui est en cause, ce qui est en train de se faire. Le moment est historique parce que le Sénégal a ouvert, par l'action de son peuple, une voie particulière qui est celle de la révolution citoyenne, s'achevant après une résistance populaire payée de morts et de martyrs par une victoire électorale. C'est-à-dire par un processus que nul ne peut contester puisqu'il exprime sous sa forme la plus pure et la plus nette la volonté et la souveraineté du peuple sénégalais. Drapé dans un grand boubou traditionnel africain, le président de PASTEF, Ousmane Sonko, a exprimé les aspirations de l'Afrique. Il nous est demandé aujourd'hui d'échanger sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique, mais il faut entendre plus particulièrement les relations entre la France et l'Afrique et entre la France et le Sénégal. Les liens qui unissent nos continents sont empreints d'une histoire complexe, façonnée par des récits entremêlés de souffrance et d'aspiration. Il est très difficile de parler de l'avenir sans faire de temps en temps quelques incursions
dans un passé qui n'est pas forcément reluisant. L'Afrique, berceau de l'humanité, a été trop souvent le théâtre d'une exploitation injuste, dictée par des intérêts extérieurs. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un tournant décisif où la nécessité de réévaluer ces schémas historiques et de promouvoir un partenariat équitable s'impose avec une urgence sans précédent. L'amphithéâtre n'a pu contenir les invités. Étudiants, enseignants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont suivi avec attention les différents points abordés comme la présence militaire étrangère au Sénégal, l'homosexualité et la gestion des ressources naturelles. L'innovation numérique au service du développement durable, c'est la thématique choisie cette année pour la célébration de la Journée internationale des télécommunications, un secteur important qui lutte contre les fractures numériques. Au Sénégal, le ministère de tutelle compte renforcer les investissements dans ce domaine. Ibrahim Andog. Levier des temps modernes ou vecteur de développement durable, les télécommunications. Un véritable baromètre d'ascension économique. Son importance ne souffre donc d'aucune contestation et c'est d'ailleurs ce qui justifie la Journée internationale des télécommunications instituée par l'Assemblée générale des Nations unies. La thématique de cette année s'adapte bien aux exigences du moment. Cette journée marque la création de l'Union internationale des télécommunications, instituée par l'Assemblée générale des Nations unies le 17 mai 2005. La thématique de cette année porte sur l'innovation numérique au service du développement durable, qui a pour objectif de mettre en exergue les leviers numériques concourant à résoudre les problématiques de développement durable. On retrouve le numérique dans toutes les chaînes de valeur, notamment dans les secteurs en lien avec le développement durable. Le développement durable, ce qui veut dire qu'il faut nécessairement relever beaucoup de défis. Des défis qui passent par le secteur primaire et autres, adossés à un fort capital humain. La santé, l'agriculture, la biodiversité, l'éducation et la participation citoyenne. Les défis à relever sont la réduction drastique des coûts et le renforcement à l'accès à la connectivité, les compétences numériques et l'impact environnemental. Dans un monde en perpétuelle mutation, il faut donc s'adapter au périr. C'est pourquoi les autorités souhaitent tout faire pour renforcer les investissements dans le numérique. Le développement durable est un sujet qui tient à cœur le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le numérique constituant un fort levier et en tant que ministre des Télécommunications, je veillerai à ce que les investissements de l'État dans le secteur prennent en compte le développement durable. Et j'invite solennellement les acteurs de l'écosystème à la prise en compte de cette thématique. Une thématique qui s'articule pour l'essentiel autour de l'innovation. En plus des réalisations par l'État dans ce domaine, les perspectives sont prometteuses. C'est l'objectif, être en phase avec les défis de l'heure. Le musée des civilisations noires et l'île de Gorée, deux sites historiques visités ce vendredi par le président de l'Assemblée nationale de Cabo Verde en séjour au Sénégal, Otelino Tavares Correa, a salué le dynamisme des relations diplomatiques entre les deux pays. Mamadou Sakine. Il est 10 heures au musée des civilisations noires. À l'honneur, le président de l'Assemblée nationale d'un pays ami et frère, le Cabo Verde. À l'intérieur, le président et sa délégation ont eu droit à un exposé bien détaillé. Vous savez que le baobab, c'est l'arbre de l'humanité, l'arbre de la vie. Et c'est un artiste haïtien qui se nomme Edouard Duval-Cari qui nous a réalisé ce beau baobab. Et vous allez voir les parties du baobab, à savoir les racines qui montrent l'origine de l'homme. C'est-à-dire que le premier homme a marché en terre d'Afrique. Ensuite, vous allez voir le tronc du baobab qui montre l'évolution de l'homme. Autre lieu de la visite de la délégation capverdienne, l'île mémoire Gorée. L'étape la plus marquante, la maison des esclaves. C'est exactement la même chose qui s'est passée ici, puisque les protagonistes ont été les mêmes partout. Ce qu'ils ont fait au Cap-Vert, c'est cela même qu'ils l'ont fait ici à l'île de Gorée, au Bénin,
à Luanda, Cabinda, Angola, toute cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Les protagonistes ont été les mêmes. C'est-à-dire que ceux-là qu'on raconte ici, on pouvait raconter la même chose à Cidade de Vela, au Cap-Vert. Un passage qui restera longtemps gravé dans la mémoire des visiteurs. Gorée est une île muito importante, une île référence. La visite au musée des civilisations noires et à l'île de Gorée est le couronnement de la visite officielle que nous avons effectuée au Sénégal. Nous avons beaucoup appris de l'histoire de la maison des esclaves. Ce sont des moments forts. Nous sommes vraiment heureux de l'accueil qui nous a été réservé au Sénégal. Uma viagem pela nossa história, a história da escravatura africana. Un sentiment de satisfaction pour le président de l'Assemblée nationale sénégalaise. Et ce passage, c'est un passage obligé, un endroit mythique, certes douloureux, mais qui nous aide à envisager un avenir meilleur, un monde plus juste et plus équitable. Et d'autant plus que ce lieu est un lieu qui partage énormément de ressemblances avec le Cap-Vert. Un tour sur l'île de Gorée a permis aux visiteurs de découvrir d'autres sites historiques. Cette visite du président de l'Assemblée nationale de Cabo Verde va contribuer au renforcement des relations entre les deux pays. Musée pour l'éducation et la recherche, c'est la thématique de la Journée internationale des musées célébrée aujourd'hui. Le Comité national mise sur le numérique pour une plus grande visibilité des contenus de ces infrastructures culturelles. Fatou Diouf. Le musée expose le patrimoine qu'il conserve, éduque et procure le plaisir de contempler de rares œuvres d'art réalisées par des artistes d'ici et d'ailleurs. On peut aussi y faire des recherches et acquérir des connaissances. Son rôle est donc crucial dans la société. Les musées pour l'école et la recherche. Donc pourquoi vous voyez actuellement les élèves, parce que qui parle d'école parle d'éducation, et qui parle d'éducation parle de civisme, parle de citoyenneté, parle en tout cas de tout ce qui est type d'apprentissage pour l'élève afin de le préparer dans sa vie future. Souvent, on a tendance à croire que les musées sont réservés à un certain type de public, alors que ce n'est pas ça justement. Le but du musée, c'est vraiment d'ouvrir, d'être ouvert à tout le monde et de pouvoir raconter notre histoire, raconter l'histoire du monde de différentes façons en fait. Et c'est justement ça l'intérêt de la Journée internationale des musées. À l'ère du numérique, les musées se modernisent. Les passionnés d'art peuvent, à partir de leur smartphone, suivre des expositions virtuelles. Une avancée considérable qui renforce sa mission d'éducation, de divertissement, de recherche et d'innovation. Le numérique, c'est quelque chose qui est très d'actualité. Tout ce qui est nouvelles technologies, outils numériques, c'est quelque chose qui tend à se démocratiser partout dans le monde. Et c'est quelque chose que les musées essayent de plus en plus de faire ici également au Sénégal pour rendre le musée plus attractif, plus accessible à un plus grand public, un public plus jeune aussi. Aussi faire en sorte que le musée puisse sortir des murs, des 4 murs des musées, que tout un chacun puisse avoir accès au musée de chez lui. Moi, je suis ici parce que je suis très intéressée de voir comment on met en place pour le moment au Sénégal des expositions numériques, puisque c'est quelque chose que nous, on développe de plus en plus. Je pense qu'il y a encore, si on met plus de moyens, il y a moyen de développer plus le numérique de manière interactive, et donc ça, je n'ai pas encore vu. Donc voilà, je cherche à voir aussi comment le numérique apporte en fait beaucoup de conversations avec le public qui vient le voir. La Journée internationale des musées est célébrée ce 18 mai. Le Comité national du Conseil international des musées a décidé de la fêter ce vendredi. L'œuvre de Cheikh Anta Diop est érigée en référence pour la jeunesse. Cheikh Anta Diop, c'est notre référence. Il nous a appris 3 choses. Il dit que dans la recherche du savoir, il faut prendre 3 aspects en compte. La conscience de soi, la confiance en soi
et l'amour de soi. Qui suis-je? Ma confiance en soi, xam sa bop, gëm sa bop, bëgg sa bop. Au musée Théodore Monod, panel, exposition virtuelle sur Cheikh Anta Diop et projection du film Came to You d'Ousmane William Mbaye sont autant d'activités prévues pour marquer la journée internationale des musées. La culture, toujours dans ce journal. Le Mali, vous le savez, le pays invité d'honneur de la 24e édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga au Maroc. Une journée spéciale a été organisée pour rendre hommage au cinéma malien. Projection de films, spectacles, un riche programme pour célébrer les cinéastes de ce pays ami du Maroc. Envoyés spéciaux, Massiré Faye et Ndeye Koumbandiaï. Le Mali à l'honneur. Après une projection des films maliens en lice et hors compétition, place aux célébrations. Les cinéastes expriment leur fierté et leur reconnaissance pour l'hommage rendu à leur pays. Nous en sommes très reconnaissants et nous souhaitons que ce festival puisse grandir davantage parce que c'est une tribune inédite de promotion du cinéma africain. Je pense que le cinéma malien joue un grand rôle sur la scène cinématographique panafricaine. Et je pense que c'est un cinéma qui a marqué les premières heures du cinéma panafricain avec des grands cinéastes comme Souleymane Cissé, qui détient aujourd'hui 2 étalons d'or, Cheikh Oumar Sissoko, Asko Faré, Feu Hassan Kouyaté, et toute une panoplie de techniciens maliens qui ont fait les beaux jours du cinéma africain. Je ne peux qu'être heureuse de voir que le Mali et le Maroc, un pays frère, nous invite en tant qu'invité d'honneur, reconnaît la culture malienne et reconnaît les films maliens. Franchement, ça fait chaud. Malgré quelques difficultés ces dernières années, le cinéma malien parvient tant bien que mal à maintenir le cap. Les réalisateurs maliens se battent, ils produisent chaque année des courts-métrages ou longs-métrages et ça se ressent notamment à travers les résultats et des films maliens qui sont en compétition très souvent à l'international, même au FESPACO, on était très bien représentés. Naturellement, ce cinéma a connu des hauts et des bas qui ont fait que d'autres pays ont pris le relais. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique que nous avons enclenchée, nous avons un cinéma qui est en reconstruction. Nous avons un cinéma qui est à la quête de sa renommée d'antan, avec de nouveaux acteurs, avec une nouvelle orientation, avec de nouvelles énergies, avec une réelle ambition politique qui consiste aujourd'hui à faire du cinéma un véritable moteur économique, mais aussi un outil puissant de mobilisation sociale. Sous des applaudissements nourris, un trophée a été remis au directeur du Centre national de la cinématographie du Mali. Cette 24e édition du Festival international de Khouribga entend pérenniser les traditions cinématographiques africaines afin de promouvoir le rayonnement du 7e art africain. 2 films maliens, Wolowunla et Koulekan, sont en compétition officielle. Ce chiffre, 500 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe financière dégagée par la Sénélec pour un approvisionnement correct en électricité de Popenguine. La cité mariale prépare son pèlerinage annuel pour une bonne couverture. Les dirigeants de la Société nationale d'électricité étaient dans la cité religieuse Khalisek. En prélude au pèlerinage marial de Popenguine, l'État avait, à travers un CRD préparatif, pris des engagements pour une parfaite organisation de cet événement religieux. Et la Sénélec, pour constater de visu la matérialisation et l'exécution effective des instructions reçues, se déplace à Popenguine et évalue les moyens financiers et techniques dégagés. Cette année, Popenguine sera alimenté par 3 départs. Ici de Popenguine, Diass et Mbour, donc ce qui nous permettra d'avoir 3 départs. Et en plus de cela, nous avons mis sur place des groupes électrogènes qui nous permettront, en cas de défaillance sur le réseau, de pouvoir reprendre pour que l'événement puisse se dérouler dans les meilleures conditions.
Le montant des investissements global pour cette année, ça tourne autour de 500 millions. Ces 500 millions sont répartis entre les deux postes, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a eu 30 km de réseau basse tension qui ont été posés par les équipes. Et si vous voyez également, au niveau de la moyenne tension pour le raccordement de ces deux postes, ils ont posé des câbles. Après cette visite effectuée sur le terrain à Popenguine, la délégation de la Sénélec s'est rendue à la résidence des Badamiers pour faire à l'archevêque de Dakar un compte-rendu exhaustif des réalisations. Une visite de courtoisie, illustration éloquente d'une haute considération, saluée à sa juste valeur par l'autorité religieuse. L'examen blanc, comme dans les conditions normales d'évaluation pour le CFE. Il entrait en 6e, une initiative de l'Académie de Dakar. Elle a organisé la session hier et ce vendredi. Le test dont l'objectif est de préparer les élèves s'est bien déroulé, nous dit Massamba Tchane. École Ibrahim Seck de Castor, dans l'Académie de Dakar. L'établissement, à l'instar de toutes les écoles élémentaires de la circonscription, a abrité l'examen blanc du CFE. Lors de notre passage, les élèves planchaient déjà sur l'épreuve de ressources et compétences en mathématiques. Aujourd'hui, on a fait ressources, maths et compétences. Les épreuves étaient abordables. J'avais peur. J'avais un peu peur. Mais alhamdulillah, les épreuves étaient faciles. Les essais, c'est bien. Ça nous aide à préparer pour l'entrée en 6e. Dans ce centre, plus de 200 candidats ont composé. Durant les 2 jours du test organisé comme dans les conditions normales d'un examen, aucun incident n'a été signalé. Dans ce centre, nous avons 230 candidats, dont 105 garçons et 125 filles. Et pour l'équipe pédagogique affectée à ce centre, nous sommes au complet. On n'a pas décelé vraiment des absents à ce niveau. Il y a le secrétariat. Ici, c'est l'informaticien. C'est un enseignant qui gère le relevé des notes. Cette évaluation à mi-parcours, initiée par les autorités académiques de Dakar, vise à préparer davantage les apprenants à l'examen final. Aujourd'hui, depuis hier donc, nous avons commencé le CFE blanc qui permettra de mesurer les performances au niveau académique et ensuite de prendre des mesures correctives à travers des remédiations pour que les enfants soient accompagnés. Parce que l'objectif, je le rappelle, c'est que les enfants d'abord ils apprennent, qu'ils maîtrisent des compétences et maintenant qu'ils réussissent. L'organisation de l'examen est le résultat d'un long processus. Un comité technique académique composé d'enseignants, d'inspecteurs de vie scolaire, d'inspecteurs d'éducation et de la formation et des IEF, entre autres, a été mis en place pour valider les épreuves. L'initiative à terme vise à améliorer les performances des élèves au niveau de l'IA de Dakar. En attendant la délibération, les candidats continueront les cours pour préparer les examens du CFE qui auront lieu les 20 et 21 juin prochains. Mise en œuvre du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides à Mbebes, un faible taux d'exécution des travaux est noté sur 206 milliards de francs CFA. Seuls 12% ont été décaissés. C'est le constat fait par le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. En visite sur la décharge, Moussa Bala Fofana a affirmé la volonté du gouvernement d'inverser la tendance. Salut sec. Mbebes, une vaste décharge étendue sur plus de 100 hectares, un domaine spécifique. Sur place, le ministre chargé de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires est venu s'enquérir de la situation. Moussa Bala Fofana a fait le tour du site où des centaines d'individus s'activent dans des activités de récupération. Ce que nous constatons, c'est que nous avons cette décharge qui reste véritablement une exploitation très traditionnelle. Parce qu'on a des récupérateurs qui font un travail extraordinaire, mais qui font un travail très difficile. Nous avons trouvé quasiment 3000 personnes qui existaient ici, sur quasiment 116 hectares. Et pourtant, ce qui me préoccupe, c'est que le projet qui a été lancé, Promoged, pour gérer cette décharge, bénéficie quand même d'une enveloppe de 206 milliards, mais qui n'a été utilisée qu'à un niveau de 12%, ce qui est problématique sur 3 ans. Alors qu'on connaît l'urgence de la situation, Mbebes, il faut le dire,
on le répétera jamais assez, c'est une bombe écologique. L'objectif donc de cette visite est de faire le constat afin d'accélérer la mise en œuvre du Promoged. La tutelle a réaffirmé l'engagement du gouvernement de sortir Mbebes de cette situation. Aujourd'hui, notre mission et notre objectif, c'est d'inverser cette tendance et de focaliser notre action sur l'installation d'unités qui vont pouvoir véritablement traiter un volume assez important et pouvoir sortir Mbebes de cette situation et les riverains de cette situation. C'est ça aujourd'hui notre approche. Nous avons eu des discussions avec les partenaires techniques qui ont compris notre détermination et qui aujourd'hui acceptent de continuer à travailler avec nous malgré le constat quand même problématique de 12% de décaissement sur 3 ans, ce qui n'est pas normal. Ainsi, une nouvelle dynamique s'enclenche. À terme, les conditions de vie de ces acteurs devront être changées. Les conditions dans lesquelles les gens travaillent ici, c'est des conditions qui ne peuvent pas continuer parce que ça nuit à la santé des hommes et des femmes qui sont ici. Je me pose des questions sur leur espérance de vie, sur leurs conditions de vie. Je vois des enfants, et d'ailleurs, c'est l'une des décisions qu'on va prendre. On ne peut plus tolérer des enfants dans cette décharge. Et ça, j'espère que ceux qui dirigent aujourd'hui ce centre prendront cette note assez claire. On ne peut plus autoriser des enfants dans cet endroit-là. C'est inacceptable. L'option donc du gouvernement est de mettre en place un véritable dispositif pour le traitement et la valorisation des déchets. Des offres qui permettent de les transformer en combustible solide, en pavage et en engrais sont en train d'être étudiées par la tutelle. Nous restons toujours à Mbebes sur place. Le ministre Moussa Bala Fofana est revenu sur la grève des travailleurs des collectivités territoriales. Il a réaffirmé son appel à l'endroit des maires et aux travailleurs. Il les invite au dialogue. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Salou Sek. Aujourd'hui, on ne peut pas penser le développement de ces pays sans la décentralisation et sans les travailleurs qui y sont. Et ce que je voudrais, c'est qu'autour d'une table que nous travaillions sur comment nous pouvons trouver une solution rapidement. Ce qu'ils ont accepté. Et je pense que vous qui êtes de la presse savez que c'est le premier groupe que j'ai reçu. Il y avait aussi un plan de travail parce que moi je n'aime pas aller voir le Premier ministre ou le Président de la République pour présenter des problèmes. On y va pour présenter des solutions. Donc l'idée c'était qu'on se réunisse, qu'on analyse et qu'on regarde comment on fait. Parce que je vais donner une information importante. On parle de 16 000 agents recrutés par les municipalités. On parle d'un impact budgétaire de 21 milliards de francs CFA par an. Ce n'est pas des choses qu'on peut traiter en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ce que je trouve regrettable, c'est qu'ils ne sont pas venus travailler comme je leur avais demandé. J'ai demandé maintenant aux maires d'assurer le service minimum. En rien, le fait de dire à un maire assure le service minimum, ce n'est pas à l'encontre du droit de grève du travailleur. Moi, les travailleurs, tout ce que je peux leur demander, et les syndicalistes, c'est de venir travailler sur un plan de sortie de crise. Ils l'acceptent, ils ne l'acceptent pas, c'est tout ce que je peux leur dire. Ils ont le droit d'aller en grève. J'ai le devoir en tant que citoyen, même pas en tant que ministre, de leur dire qu'il y a un minimum quand même à respecter. Par contre, j'ai le devoir en tant que ministre en charge de la tutelle technique de l'ensemble des collectivités locales de leur demander de travailler à assurer le service minimum. Et qui plus est, le maire est un officier d'état civil. Donc rien ne l'empêche d'aider les populations qui aujourd'hui ont besoin de ces pièces. En attendant maintenant de travailler avec le ministère de la fonction publique pour voir comment on traite ces 16 000 agents, de voir avec le ministère des Finances et des Budgets, et ça le président de la République a donné des orientations claires sur cette question, et de proposer un plan de sortie de crise. J'aimerais par contre qu'ils comprennent que nous sommes là depuis 5 semaines et que nous faisons tout ce que nous pouvons pour régler les problèmes rapidement et que leur concours et leur aide seraient vraiment très appréciés. Elle brise les stéréotypes de genre. Amy Mbaye est une bouchère à 38 ans. Elle s'est investie dans ce domaine typiquement masculin à Saint-Louis. Elle est propriétaire de 2 boucheries. L'accomplissement d'un long chemin après plus d'une décennie passée au pays de l'oncle Sam. Mariam Beramba est allée à la rencontre de cette femme qui charcute les préjugés. Une image qui sort de l'ordinaire à Saint-Louis du Sénégal. Après 17 ans passés aux États-Unis, Amy Mbaye a décidé de rentrer au bercail pour se lancer dans une carrière de bouchère, un métier habituellement pratiqué par les hommes. Quand j'ai voulu faire la boucherie, on m'a dit que c'était un métier d'homme, que ce n'était pas évident pour une femme. Donc les gens... Il y en a qui me décourageaient un peu. Il faut de la motivation, il faut du courage. Une reconversion inattendue.
Amy Mbaye a fait ses études à Temple University à Philadelphie, où elle a obtenu un master en business management. J'ai eu mon bac au Sénégal. Ensuite, je suis partie aux États-Unis en 2003. J'ai vécu là-bas 17 ans. J'ai fondé ma famille là-bas. J'ai fait mes études en business management et ressources humaines. J'ai travaillé dans le milieu de... J'ai fait de la ressource humaine et service client. Âgée de 38 ans, mariée et mère de 3 bouts de chou, elle est aujourd'hui propriétaire de 2 boucheries du coin. Une sur l'avenue Mamrawangom, une autre à Galel. Je veux vendre à mes clients ce que je consomme à la maison, ce qui est de la viande qui cuit vite, qui n'est pas trop exposée. Nous avons notre propre poulailler, nous faisons des pigeons aussi pour les moutons et les vaches. Avec des prix qui défient toute concurrence. Mais le chemin du succès n'a pas été facile pour Amy Mbaye. Ce n'était pas simple parce que nous utilisons, comme vous le voyez, des conteneurs que nous avons réfectionnés. Nous avons de l'électricité, de l'eau à l'intérieur. Donc, ils ont été faits à Dakar. Donc, il fallait les transporter, les ramener jusqu'à Saint-Louis. Et ensuite, c'était en période d'hivernage. Il y avait de la boue, les inondations. Donc, il a fallu qu'on garde les conteneurs jusqu'à ce que l'hivernage passe. Bon, après, il fallait aussi les papiers avec la mairie et tout ça. C'était pas simple. Quand nous passons pour prendre nos enfants à l'école, nous sommes attirés par le bon cadre et la viande fraîche. C'est pourquoi nous nous sommes dit, allons le découvrir. Nous avons trouvé sur place une bonne hygiène et surtout un local bien tenu par une femme. Ça ne fait que nous encourager à promouvoir l'entrepreneuriat, surtout des femmes, des jeunes aussi. C'est vraiment une fierté à Saint-Louis, surtout envers les femmes. Surnommée Dame de Fer, Amy Mbaye charcute aujourd'hui les stéréotypes. Son souhait le plus ardent, créer d'autres boucheries du coin dans toutes les régions du Sénégal et recruter de nouveaux profils, notamment des jeunes femmes. Une manière pour elle de contribuer au développement de son pays. Toujours dans le nord, le village de Lougaré-Djabi. Nous sommes dans le département de Podor. Cette bourgade a vécu des histoires tragiques liées à la quête désespérée de l'eau. 3 personnes ont perdu la vie en tombant accidentellement dans un puits. Sur place, les populations ont fait preuve de résilience en attendant le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire qui a installé un forage au grand bonheur de ses habitants. Pabona Chao. Le pas léger et hésitant, cette dame avance vers l'endroit qui a bouleversé à jamais son existence. Le puits du village. C'est ici que sa fille a perdu la vie. Âgée de 14 ans, elle est tombée dans ce puits qui a également englouti son projet de mariage. La cérémonie était prévue dans les 2 jours suivants. Une histoire douloureuse, témoignage accablant d'une mère meurtrie. Ma fille était venue puiser de l'eau ici. Malheureusement, elle est tombée dans le puits et elle est décédée. Elle s'appelait Awaba et son mariage était dans quelques jours. Mais Dieu en a décidé autrement. À la recherche du liquide précieux, 2 autres personnes ont perdu la vie accidentellement dans ce puits d'une profondeur de 110 mètres. Mon fils avait juste 15 ans. Il n'a puisé qu'un seul seau et puis la corde s'est rompue et puis il est tombé dans le puits. Dans cette partie du pays, la quête désespérée de l'eau était devenue un véritable calvaire, jusqu'à ce que le PUDC arrive avec un système de 50 mètres cubes heure de débit d'exploitation. Un vrai soulagement pour les populations et pour le bétail. Mon âge, ça fait 65 ans. Maintenant, je suis âgé de 65 ans, mais je peux dire que les 63 années, je les ai vécues dans les difficultés liées à l'eau.
Mais maintenant, c'est fini. Depuis 2023 que le PUDC est arrivé avec le forage, nous n'avons plus de problème par rapport à l'eau. Nous passions une journée, voire deux, à chercher le liquide précieux. Mais maintenant, jusqu'à 10 km à la ronde, c'est notre forage qui donne de l'eau à tous ces villages. Pas moins de 10 villages sont desservis par le système d'adduction en eau multivillage de Louguéré-Diaby, avec 12 bornes fontaines, 2 abreuvoirs et une potence. Il y avait plein de concessions dans notre village, mais tous ont été obligés de quitter à cause des problèmes liés à l'eau. Mais maintenant, tout le monde est en train de revenir depuis que le PUDC est arrivé. Louguéré-Diaby peut désormais étancher sa soif grâce au programme d'urgence de développement communautaire. Dans le département, le PUDC a réalisé et mis en service 12 systèmes de cette dimension. Nous ouvrons une page d'histoire dans ce journal. Peu de Sénégalais le connaissent et pourtant, ce fils du pays est l'une des plus grandes légendes de la boxe. Battling Siki est le premier Africain champion du monde de boxe, un titre acquis devant le Français Georges Carpentier. C'était en 1922, il y a 102 ans. Battling Siki a été assassiné à New York en 1925. Son histoire nous est racontée par Ibrahim Mboup. Regardez. L'histoire d'une légende de la boxe, une histoire méconnue du grand public. Lui, Mbarik Amadou Fall, alias Battling Siki, est un Sénégalais bon teint, un Saint-Louisien de souche, né en 1897, qui a grandi à Guet Ndar. C'est à l'âge de 12 ans qu'une danseuse hollandaise le repère pour son talent de boxeur en herbe et l'amène en France. 2 or 3 more years go by and Siki is employed now in a cafe as a dishwasher. Après des moments difficiles, Battling Siki s'adapte à sa nouvelle vie, s'engage dans la Première Guerre mondiale et se retrouve dans le 8e régiment colonial. Passé cet épisode, Battling Siki se fait un nom dans le milieu de la boxe en France, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Il s'installe à Rotterdam et devient une terreur sur les rings. Hola Nicky, daar heb je Battling Siki. Hola Nicky, daar heb je Battling Siki. Dat was een liedje, dat heb ik in mijn jonge jaren op straat gehoord in Rotterdam, geleerd. Dat heb ik ook onthouden. En dat ging over een negerbokser. Wist ik veel in die tijd. L'heure de gloire du boxeur sénégalais sonne le 24 septembre 1922 à Paris. Battling Siki fait face à Georges Carpentier, un Français champion du monde des mi-lourds. Les deux managers concluent un accord secret devant déboucher sur un abandon de Battling Siki, mais le scénario ne se passe pas comme voulu. Le début du combat est en faveur de Carpentier. Au 6e round, Siki met KO son adversaire, le grand favori est à terre. À la surprise générale, Battling Siki est disqualifié au motif qu'il a fait un croche-pied à Carpentier au moment de sa chute. Le Français est déclaré vainqueur. Sous la pression des spectateurs, la victoire est finalement donnée à Battling Siki. Il devient le premier Africain champion du monde de boxe. Quelques semaines après ce triomphe retentissant, la Fédération française de boxe le suspend 9 mois et le destitue de ses titres français pour mauvaise conduite. Battling Siki rentre à Rotterdam où il est célébré comme un roi par la reine des Pays-Bas en octobre 1922. Quelque temps après, le Sénégalais perd son titre mondial en Irlande, puis direction les États-Unis où il est confronté au racisme et aux difficultés liées à l'immigration. La vie de Battling Siki vire au drame le 15 décembre 1925 à New York. Il succombe après avoir reçu 2 balles dans le dos. Près de 100 ans après, le mobile du crime reste un mystère.
S'agit-il d'une vengeance ou d'une agression banale? On ne saura peut-être jamais la véritable raison. Et cette triste nouvelle avant de se quitter. Lune Badara ak Mansour di def Marie-Madeleine sunu mbokk téléspectateurs yi mooy kumpa ji nekk ci pièce bi tudd Bara Yego 2 te Pape Ibrahima Sy defal leen ko ci Ndar ci xalaatu Daouda Guissé moom la leen di woon. Jamais éteinte, cette voix qui captivait les téléspectateurs de la RTS. Aïssatou Lo, ancienne secrétaire d'édition, est décédée ce jour à Dakar. Elle était également connue du monde de la culture en tant qu'actrice. Elle a joué dans plusieurs téléfilms. Le directeur général de la RTS et l'ensemble du personnel présentent leurs condoléances à sa famille et prient pour le repos de son âme. Et vous pouvez suivre à la fin de ce journal votre émission Saytu, le magazine qui sera consacré ce soir à la situation de nos universités. Le débat portera sur le respect du calendrier universitaire et l'amélioration de la qualité des enseignements. Abdoulaye Bari aura comme invité ce soir David Célestin Faye, enseignant à l'UGB et secrétaire général du SAES. Mohamed Ben Oumar Ndiaye, enseignant à l'UCAD, Cheikh Mbow, directeur exécutif de l'ONG COSIDEP, professeur Adam Tidjani, directeur de l'IMEM. Et juste après votre émission Saytu, vous pouvez retrouver la dernière édition de ce soir. À tout à l'heure. Bonne soirée à tous.